Il y a surtout eu un vrai moment où ça a changé. La donne a changé, il y a une réelle augmentation, c'est Covid. Pire gestion de crise, donc dans l'exécution, dans la réalité des choses, c'est se retrouver face à des dirigeants qui ne comprennent pas, qui veulent absolument reprendre. Parallèlement, des salariés, c'est une économie locale qui est en train de s'éteindre. C'est que souvent c'est très compliqué pour les personnes qu'on a en face parce qu'on parle de la mise en situation de leur structure. Il peut y avoir derrière des structures qui coulent, des structures qui s'en sortent bien. Ça va vraiment dépendre et souvent c'est un accompagnement aussi émotionnel des différentes structures. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast L'humain hacker du digital. Aujourd'hui, on va parler cybersécurité et plus précisément gestion de crise. Donc pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai 3 experts de la cyber, Jonathan, Tristan et Kevin, et je vais les laisser se présenter en quelques mots. Donc Jonathan, est-ce que tu veux commencer ? Bien sûr. Donc, je Allez. suis Jonathan Merobi, je suis le directeur de la cellule cybersécurité au niveau du groupe OCI. Ça va faire un peu plus de 4 ans maintenant que j'ai rejoint l'aventure et donc 2 personnes qui font partie de mes équipes. Bonjour, donc moi je suis Tristan Tarieux, l'adjoint de Jonathan, donc directeur adjoint de la cellule cybersécurité pour le groupe OCI, et plus particulièrement en charge des aspects de surveillance d'incidents de sécurité, de traitement d'incidents de sécurité, et donc de facto de gestion de crise auprès de structures qui seraient impactées. Donc bonjour, Kevin Oriot, je fais partie également des équipes cybersécurité du groupe OCI. Moi j'accompagne sur la partie CSIRT, donc plutôt sur l'aspect opérationnel de la réponse à incident. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, donc on va un petit peu contextualiser ce qu'est la cyberattaque, les cyberattaques. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez un peu nous dresser un rapide état des lieux des cyberattaques aujourd'hui en France et à l'international ? Oui, clairement. Aujourd'hui, on constate encore malheureusement une augmentation du nombre de cyberattaques. D'après les chiffres de l'ANSSI, je crois qu'il y en avait plus 15% d'augmentation en 2024 par rapport à 2023. D'accord. Et on est dans cette continuité et cette tendance en 2025, on le voit nous clairement. Aujourd'hui, on accompagne 3 structures par semaine sur de la réponse à incident, dont un gros rançongiciel tous les 3 à 4 semaines. Donc ça fait qu'on a aussi une belle courbe d'évolution et une augmentation du nombre d'attaques au quotidien sur ces sujets-là. Donc je disais 15% en France, mais aussi à l'international, parce que ça ne s'arrête pas partout dans le monde. On est tous ciblés. On le voit aujourd'hui en 2024, en tout cas un des chiffres disait que 40% des structures qui étaient ciblées par une attaque de type rançongiciel étaient des PME. Donc on peut vraiment prendre en compte le fait que ça ne vise pas uniquement les gros, mais ça vise tout le monde. Encore une fois, je répète, 40% de PME qui sont attaquées par un rançongiciel. En tout cas, 40% des structures qui ont été attaquées par un rançongiciel étaient des PME. Donc ça fait C'est une énorme. belle évolution, ouais, clairement. Ouais. Et donc d'après vous, quelles sont les menaces les plus fréquentes dans les cyberattaques ? Merci. Donc par rapport à nos constats, nos traitements d'incidents au quotidien, comme le disait Jonathan, on va retrouver 4 grandes menaces qui sont les plus impactantes pour nos structures. La première va toucher l'aspect humain, la crédulité des utilisateurs, des salariés, qui est le fameux phishing. D'accord ? Donc, faire usurper un site, faire croire à quelqu'un que le mail qu'il reçoit est légitime, de manière à pouvoir compromettre son identité, son compte utilisateur. Le deuxième, le plus redouté, ça va être le rançongiciel, le fameux ransomware, qui va venir détruire la donnée, séquestrer la donnée, exfiltrer la donnée, contre une demande de rançon, ce qui a le plus fort impact sur les structures qu'on accompagne. Pourquoi ? Parce que l'activité se retrouve bloquée pour une durée indéterminée, selon le niveau de préparation à la résilience des structures. On va retrouver également les vulnérabilités, notamment pour les systèmes exposés, donc des failles présentes sur les systèmes que les attaquants exploitent pour avoir un premier point d'accès sur les systèmes d'information. Et le dernier point, la dernière menace, ça va être l'exfiltration de données, qui peut avoir lieu, qui a lieu généralement, dans ces 3 types d'attaques. Que ce soit dans le cadre d'attaques de phishing, exploitation de vulnérabilité ou ransomware, on retrouve systématiquement de l'exfiltration de données. On retrouve des grosses structures en France, plusieurs même ces derniers mois, qui ont eu l'exfiltration de données. Il n'y a pas d'impact sur la donnée, pas de séquestration du système, mais la donnée fuite. Et de la donnée qui fuite, c'est la donnée qui est revendue sur un Internet parallèle, le fameux Darknet, et qui est réutilisée pour procéder à l'usurpation d'identité, qui peut avoir un fort impact personnel pour des personnes comme vous et moi. Je pense que vous recevez souvent des messages de comptes qui vous demandent de changer votre RIB, de comptes qui vous demandent vous avez un colis qui vient d'arriver ou ce genre de choses. Oui, tout à fait. Votre facture est impayée ou autre. Et
tous ces messages-là, ben, ça vient clairement d'attaques où il y a eu de l'exfiltration de données, dont de la donnée à caractère personnel, type numéro de téléphone, nom ou d'autres infos qui peuvent être utilisées sur l'opérateur mobile que vous avez, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui arrivent clairement au quotidien et qui impactent, en plus de l'entreprise qui a été touchée, le particulier derrière. Et parmi les 3 types de cyberattaques que tu m'as dit, est-ce qu'il y en a quand même une qui se détache fortement des autres ou pas vraiment finalement? Alors forcément, hein, celle qui se détache le plus des autres, c'est la plus redoutée, c'est l'attaque par rançongiciel, par ransomware. Pourquoi? Parce que immédiatement, ce type d'attaque va bloquer l'activité d'une structure. Ok. Une structure qui n'a plus de données, c'est une structure qui est à l'arrêt complet. Pourquoi? Parce que depuis 20 ans environ, aujourd'hui, il y a eu une forte numérisation, digitalisation des processus métiers. Aujourd'hui, on ne sait plus travailler sans ces outils-là. Donc une activité qui n'a plus accès à sa donnée, c'est une activité qui est à l'arrêt, avec immédiatement des pertes d'exploitation et une atteinte à la réputation de la structure aux yeux du grand public. Ok, super. Il y a de plus en plus d'intelligence artificielle dans nos quotidiens. Comment vous voyez l'impact de l'IA et des autres technologies finalement sur l'évolution des cybermenaces? Alors aujourd'hui, l'IA, elle est de plus en plus présente. Elle est présente dans des domaines métiers où ça va permettre effectivement d'améliorer les choses. En revanche, dans le milieu de la cyber, ça permet de faciliter l'accès à l'information, de faciliter des attaques, du fait qu'on a énormément d'informations, qu'on trouve ça très facilement, et également des utilisateurs qui vont mettre pas mal de données sur ces IA, où il n'est pas impossible que cette donnée puisse être exfiltrée, dérobée et être utilisée à but malveillant. Est-ce qu'aujourd'hui, je me permets, mais est-ce qu'aujourd'hui on voit d'autres, je rajoute une question, désolé, hein. Est-ce qu'on voit d'autres, ou est-ce qu'on voit au quotidien chez nous, au niveau des structures qu'on accompagne, des attaques qui sont menées par de l'IA ou est-ce que ça se voit, est-ce que c'est déjà démocratisé ou pas encore? Alors justement, je voulais rebondir là-dessus. Effectivement, on constate une complexification des attaques de par l'IA qui les rendent beaucoup plus difficiles à détecter, à contrer. Pourquoi? Parce que l'IA a la capacité aujourd'hui de créer des malwares, des virus, beaucoup plus sournois que les systèmes de détection qui ne sont pas assez évolués aujourd'hui ont du mal à contrer. Et de fait, quand on intervient dans des cas de réponse à incident, gestion de crise, on constate une augmentation de la durée d'investigation de par la complexité des attaques, de l'accès initial, hein, le premier point sur le système d'information, jusqu'à l'impact sur la donnée. D'accord. On vient de parler d'IA ou de nouvelles technologies. Est-ce que vous avez remarqué une évolution des cyberattaques, peut-être aujourd'hui par rapport à il y a 2 ou 5 ans? Est-ce qu'on remarque une évolution? Est-ce que c'est lié déjà à ces nouvelles technologies ou pas? Et voilà, si vous pouvez nous en dire un peu plus sur le sujet. Oui, clairement. Aujourd'hui, on le voit, hein, les attaques d'il y a 10 ans, c'est plus forcément les mêmes que celles d'aujourd'hui. Je vais laisser Kevin compléter cette partie-là, mais il y a surtout eu un vrai moment où ça a changé. La donne a changé. Il y a une réelle augmentation, c'est Covid. Covid, ça a fait que beaucoup de gens ont commencé à ouvrir, beaucoup de structures ont commencé à ouvrir des portes pour leurs collaborateurs parce qu'ils devaient travailler à la maison, travailler à la maison rapidement. Il fallait ouvrir des accès. Donc quand on parle d'urgence, on parle de rapidement. Techniquement, on ne sécurise pas forcément. Et à l'époque, on n'avait pas forcément les mêmes types d'attaques et le même niveau d'attaque. Et aujourd'hui, si c'était amené à revenir ce genre de situation, je pense qu'on prendrait les choses différemment. Déjà, on serait beaucoup plus préparé, mais on prendrait les choses différemment. Mais en tout cas, il y a 5 ans, ça fait déjà 5 ans maintenant, on envoyait les gens travailler de chez eux avec des postes pas forcément sécurisés, pas de multifacteur d'authentification pour la connexion VPN, SSL ou connexion à distance. Des fois, on faisait même travailler des gens sur leur poste perso, sur de la donnée professionnelle. Les gens se connectaient à leur messagerie professionnelle depuis leur poste personnel, sur lequel il y avait leurs enfants, leurs maris, qui jouaient aux jeux vidéo, qui faisaient du streaming de films illégalement dessus. Donc ça télécharge aussi des choses qui font que techniquement le poste est pas sûr et on ne sait pas où est-ce que peut aller la donnée après qui est posée sur ce poste de travail-là. Donc aujourd'hui, il y a un vrai changement et on en parlera après, hein, une vraie prise de conscience de certaines entreprises. Oui, c'est plus pareil. Je laisserai Kevin compléter sur comment techniquement c'est plus pareil, mais en tout cas c'est plus pareil. Je rejoins totalement Jonathan, du fait aussi de tout ce qui va être industrie 4.0, où aujourd'hui, malheureusement, les systèmes d'information sont de plus en plus connectés. Malheureusement et heureusement pour l'amélioration,
En revanche, ça augmente grandement la complexité qu'il peut y avoir dans les investigations du fait d'un lac de données qui est de plus en plus important, des interconnexions, des flux, etc. Il y a aussi des attaques qui ont changé. Historiquement, il y a quelques années, on parlait de phishing, on parlait de récupération de mots de passe valides. Et bien, toute cette phase-là a permis aujourd'hui que les attaquants ont une grosse base pour accéder à avoir un premier accès au système d'information. Ce qui fait que ces phases-là se font très rapidement. En revanche, derrière, il y a beaucoup de dépôts de persistance, il y a beaucoup de systèmes de surveillance qui sont en place. Et aujourd'hui, les attaquants se chargent de bypasser, donc de ne pas se faire détecter avec des nouvelles techniques, qui fait que une simple analyse ne suffit plus et qu'il faut réellement aller investiguer en profondeur sur le système d'information. Je terminerai. Allez. Depuis 10 ans, il y a eu une transformation digitale où les structures ont commencé à s'externaliser vers le cloud. Oui. Qui, contrairement à ce qu'on pense, le cloud n'est pas un environnement sécurisé. Donc, on va sécuriser la disponibilité de l'information, mais on ne va pas sécuriser l'accès à l'information. Et ça, les attaquants le savent. Et de plus en plus, on le constate, leur premier point d'accès va passer par le cloud, notamment Microsoft 365. À partir de là, on peut facilement rebondir sur les infrastructures legacy on-premise et à partir de ce moment-là, impacter la donnée. Donc le cloud, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose de hyper important à sécuriser et à ne pas négliger, que ce soit en termes de politique d'accès, que ce soit en termes de sauvegarde également, parce que quand bien même on est dans un cloud, il peut aussi avoir un impact sur la donnée hébergée, que ce soit du fichier, de la machine virtuelle ou autre. Donc voilà, le cloud a été démocratisé il y a une dizaine d'années pour sécuriser la disponibilité, mais il y a encore beaucoup d'enjeux, beaucoup d'efforts à fournir pour sécuriser ces infrastructures-là qui sont devenues totalement hybrides. Sans parler, hein, c'est pas la question, c'est pas le débat, mais le contexte géopolitique qui fait qu'on commence à se poser beaucoup la question de la souveraineté sur ce genre de sujet. C'est clairement un autre débat, mais derrière, il y a aussi ce côté de disponibilité. La sécurité, c'est quoi? C'est disponibilité, confidentialité, intégrité. Et après, on peut en rajouter d'autres, mais on va dire ces trois principaux-là. Si demain, il y a un conflit avec X, Y ou Z, techniquement, si nos données sont hébergées là-bas ou c'est un fournisseur de services qui est de ce pays-là, techniquement, il peut y avoir des problématiques de disponibilité, donc de sécurité de la donnée. Voilà. Sans compter la confidentialité qu'il y a autour des données qui sont hébergées dans des pays avec des Patriot Act, tout ce genre de choses. Mais ça, c'est encore un autre sujet, clairement. Donc merci pour ces réponses très complètes. Maintenant qu'on a un petit peu planté le sujet de ce qu'est la cybersécurité, de ce qu'est les cyberattaques, on va passer un petit peu à vos retours d'expérience. Donc première question, c'est en général quels sont les premiers signaux d'alerte dans le cadre d'une cyberattaque? Alors, les signaux d'alerte vont varier, déjà, pour commencer, par rapport à l'attaque qui est en cours, forcément. Mais globalement, ce qu'on va retrouver majoritairement, en premier lieu, ça va être des problèmes de performance du système d'information qu'il n'y aurait pas lieu d'être. On va avoir beaucoup, très souvent, de comportements utilisateurs anormaux qui n'ont pas lieu d'être non plus. Okay. Typiquement, dans le cas d'une attaque de phishing, c'est une compromission d'un compte utilisateur, généralement, qui en découle. Et derrière, on va avoir des comportements anormaux au niveau des flux de mails entrants, sortants, en interne, en externe. Okay. Ça, c'est des signes vraiment avant-coureurs que quelque chose s'est passé si les systèmes de protection ne l'ont pas vu en amont. Et enfin, c'est la disponibilité de la donnée. À partir du moment où il y a eu impact sur cette dernière, c'est-à-dire destruction de la donnée, et sur des sites plutôt institutionnels, comme je le disais tout à l'heure, s'il y a eu exploitation d'une vulnérabilité, il peut y avoir des modifications, pas forcément très visibles tout de suite, mais des modifications du contenu de sites institutionnels, de sites vitrines, qui démontrent qu'il y a eu compromission d'une partie du système d'information. Et du coup, quand vous êtes alerté par les différentes structures, comment ça se passe dans votre équipe, dans votre quotidien? Comment vous réagissez sur le moment? Alors la première des choses, je vais laisser Tristan compléter, mais la première des choses, c'est, comme l'a dit Tristan, c'est quel est le type d'attaque qui a lieu. Et ça nous permet aussi de définir quelle est la meilleure personne pour accompagner sur ce sujet-là. Mais souvent, c'est tous les exemples qu'a cité Tristan, ça va souvent être soit un dirigeant, soit une personne, un référent informatique de la structure qui va nous appeler, qui va nous dire ça marche plus, il y a un problème, il y a un message en russe, il y a un message en chinois. Il y a quelque chose de louche, quoi. Il y a quelque chose de très louche. Et il faut nous aider. Donc c'est là où les équipes prennent
prennent le relais via notre service qu'on appelle un CSIRT, on l'a dit en introduction, Computer Security Incident Response Team, donc, en gros, centre de réponse à incident. Donc on va venir accompagner les structures via ce centre de réponse à incident en 24/7, donc les entreprises font appel à nous quand elles ont une problématique de ce type-là. Et après, c'est les équipes qui directement qualifient l'incident. Et ça, je vais laisser Tristan peut-être expliquer comment on qualifie un incident. Ok, je te laisse compléter, Tristan. Pardon. Merci. Donc effectivement, de notre côté, au niveau du CSIRT, on est très structuré dans les processus de traitement. Première chose à faire, c'est la prise en compte du contexte, identification des parties prenantes qui vont participer au traitement de l'incident ou, si plus grave, à la gestion de crise, selon l'impact, selon le niveau de compromission. Et après, on va processer, on va phaser les opérations d'analyse, donc d'identification de la menace. Quelle est la menace à proprement parler? Quelle est l'étendue de la menace? D'accord. On va avoir des phases de confinement de la menace. La menace est ici, sur une boîte mail, sur un site internet, sur un système d'information on-premise. Comment faire pour isoler le système d'information en minimisant l'impact sur la productivité de la structure qu'on accompagne? Ça, c'est important aussi. On ne peut pas systématiquement totalement isoler le système d'information, sinon, possiblement, certaines structures s'arrêtent de travailler tous les 3 jours. Suite à ça, une fois qu'on a confiné la menace, c'est-à-dire qu'on a évité une propagation, l'objectif, c'est d'investiguer plus profondément sur ce qui s'est passé, en gardant le système confiné, pour définir la route cause et par où est-ce que l'attaque a pu rentrer. Ensuite, on va arriver sur une phase de rémédiation. La rémédiation, c'est supprimer sur le système, qu'il soit en cloud ou on-premise, ce qui a permis la réussite de l'attaque, et supprimer ce que les attaquants ont laissé présent sur le système pour maintenir leur accès. Ça, c'est un point très important. Et la dernière phase, une des plus importantes, c'est la phase de reporting et de retour d'expérience sur ce qui s'est passé pour de l'amélioration, pour du renforcement de la sécurité du système d'information dans le futur et minimiser le risque que ça se reproduise. Garantir à une structure que ça ne se reproduira pas, c'est pas possible, mais on va minimiser les risques en appliquant des mesures techniques et aussi organisationnelles sur les aspects de gouvernance dans la manière de gérer son système d'information. Cette étape, elle est très très importante. Elles le sont toutes, mais cette dernière, on a beaucoup d'exemples de structures qui se font attaquer une première fois et qui, 6 mois après, se refont attaquer, 6 mois après, se refont attaquer. Et il y a des exemples, si vous cherchez un peu sur Internet, il y a des exemples, vous voyez qu'en 3 ans, il y a des structures qui ont été attaquées 2-3 fois. Potentiellement parce que le rétex n'était pas bon ou potentiellement parce qu'elles sont devenues une cible. Ça, c'est encore autre chose, on en parlera peut-être après. Mais on a évoqué le terme rançongiciel, donc le fait de bloquer la donnée pour demander une rançon derrière, de la part de l'attaquant. Sur cette partie-là, si vous payez votre rançon, ou la rançon qui est demandée, vous devenez client du groupe d'attaquants. Et le fait de devenir client, techniquement, ils vont revenir parce que vous avez payé une fois, vous paierez une deuxième fois. Donc ils chercheront un autre moyen pour venir, mais ils reviendront. Donc ça, c'est des points qui sont vraiment importants. Peut-être le dire, c'est que nous, en réponse à incident, la première des choses qu'on conseille, surtout sur du rançongiciel, mais essentiellement sur du rançongiciel, c'est on ne paye pas. On ne paye pas la rançon. Alors c'est sûr. Ça peut être tentant pour la facilité, mais en fait, c'est pas du tout se rendre service finalement. Clairement, alors c'est pas du tout se rendre service. Par l'exemple que je donnais avant, on devient client, mais surtout, en gros, on va demander à une structure qui vient de nous attaquer, donc qui nous a infligé du mal, de nous donner un remède miracle pour repartir. Ça marche pas trop. Ils sont très bons. Alors, un groupe d'attaquants, on n'en a pas forcément parlé, mais aujourd'hui, on voit différents types de groupes d'attaquants, que ce soit les étatiques, que ce soit les structures mafieuses, entre guillemets. Elles ont plusieurs objectifs, déstabilisation, financier, les enjeux sont divers. Mais dans le cas de rançongiciel, pour une PME, on parlait de 40% avant, c'est des enjeux financiers, fortement. Donc ils reviennent, et ils essayent de revenir pour que vous allez devenir un vrai client et limite un client abonné. Et en fait, ces groupes d'attaquants, là je voulais en venir, c'est qu'ils sont organisés. Donc vu que les enjeux financiers sont forts, ils sont organisés. Vous allez retrouver des équipes ressources humaines, vous allez retrouver des équipes de développement, des équipes de R&D, des équipes infrastructure. C'est une vraie entreprise. C'est une vraie entreprise du marketing clairement, parce qu'ils ont des sites vitrines aussi. Ils vont faire pas mal de choses, un peu comme une structure comme la nôtre. Ils vont faire plein de métiers. Et derrière, encore une fois, les enjeux sont tellement forts. Par contre, l'après-vente, c'est pas leur fort.
Ok. Là où nous, on est très bon, la prévente, c'est pas leur force. À partir du moment où vous avez payé, ça sera les partisans du moindre effort pour vous accompagner dans la reconstruction de votre système d'information. Ok, Et d'accord. après, compliqué encore une fois de faire confiance à quelqu'un qui vient de vous attaquer, qui vous envoie un exécutable ou un logiciel miracle pour que vos données soient déchiffrées. C'est compliqué de leur faire confiance. C'est jamais ce qu'ils peuvent mettre derrière. Bien sûr. On parlait avant de une entreprise maintenant qui arrive un lundi matin et qui découvre qu'il y a un truc louche, comme on a dit juste avant. Quel est le degré de panique des entreprises quand ça arrive? Alors, le degré de panique est souvent très important. Ça va également dépendre du type d'interlocuteur qu'on aura face à nous. Parfois, ça peut être du personnel membre de l'équipe informatique qui là vont être au fait de certains process, vont comprendre et vont savoir l'impact qu'il va y avoir d'une attaque. Parfois, ça va être également des directeurs qui ne sont pas forcément paniqués parce que pour eux, ils ont des sauvegardes, tout va bien, on repart dans quelques heures. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. En revanche, on en parlera peut-être après de retour d'expérience propre à ça, c'est que souvent c'est très compliqué pour les personnes qu'on a en face parce qu'on parle de la mise en situation de leur structure. Il peut y avoir derrière des structures qui coulent, des structures qui s'en sortent bien. Ça va vraiment dépendre et souvent c'est un accompagnement aussi émotionnel des différentes structures. Ce qu'on va retrouver aussi, c'est une difficulté pour les structures impactées de prendre conscience de l'impact qu'il y a eu sur leurs données. Ok. C'est-à-dire que, comme j'expliquais avant, nous, de notre côté, on va avoir des process de traitement avec des étapes qu'on ne peut pas éviter pour garantir une reprise du système d'information, un système d'information qui doit être sain. Par contre, les dirigeants, eux, ce qu'ils veulent, c'est absolument au plus vite reprendre l'activité, ce qui Bien s'entend. sûr. Mais bien souvent, le point de difficulté pour nous, c'est de faire comprendre que si on reprend l'activité trop vite, il peut y avoir un réimpact sur la donnée parce qu'on n'aura pas eu suffisamment de temps pour réellement supprimer totalement la menace qu'il y a eu sur le système. Beaucoup ont des sauvegardes, c'est très bien, mais rien n'empêche que les sauvegardes soient aussi impactées. Bien sûr. Ça, c'est le risque. Ou que la sauvegarde existe, mais que dans la sauvegarde, on ait déjà un système qui est compromis depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc notre difficulté à nous, c'est d'arriver à piloter cet aspect-là, et pour faire accepter à une structure impactée qu'il faut du temps pour reprendre l'activité, que si on la reprend trop vite, il peut y avoir un double impact. D'accord. L'objectif, c'est clairement de rendre à nouveau de confiance le système d'information, parce qu'il y a eu une intrusion, il y a quelqu'un de malveillant. C'est la différence entre un cyberincident et une cyberpanne. La panne, vous avez une panne de disque, vous avez une panne d'un équipement réseau, vous le changez, vous réinjectez la configuration dans cet équipement et c'est reparti. Des fois, même à chaud, vous pouvez changer des disques dans certaines baies et c'est reparti, vous n'avez pas de coupure. Vous avez la première coupure, mais vous n'avez pas d'impact autre derrière. La problématique avec une cyberattaque, c'est que vous avez quelqu'un de malveillant en face de vous qui s'est introduit dans votre système d'information, donc qui vous veut du mal et qui a des enjeux qui sont forts. Et donc, comme on disait avant, c'est des enjeux financiers, ça peut être des enjeux autres selon le type d'attaque, mais aujourd'hui, principalement des enjeux financiers. Sur ces enjeux-là, ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi. Donc, on a on parle souvent, et c'est une question qu'on nous demande souvent, c'est oui, mais à partir du moment où l'attaquant il est rentré, quand est-ce qu'il va attaquer, combien de temps il va rester sur le système? Il y a des gens qui vont dire oui, aujourd'hui c'est du fast-food. Il y en a qui vont dire aujourd'hui, quand je dis fast-food, c'est qu'ils arrivent, ils attaquent très vite. Il y en a d'autres qui vont dire ah ouais, mais c'est 2 mois, 3 mois, 6 mois, on voit tout. Le truc, c'est qu'on voit vraiment. On peut pas anticiper en fait. C'est compliqué d'anticiper ce genre de choses-là et on ne sait pas face à quoi on est. On ne connaît pas le risque potentiellement des entreprises qu'on accompagne. Majoritairement, ce ne sont pas des clients à nous. À partir du moment où il y a la charge virale qui a été lancée, ce ne sont pas des clients à nous, c'est des entreprises qui font appel à nous parce qu'on est référencé, parce que par le bouche à oreille, on est connu sur ces sujets-là. Nous, quand on va venir accompagner, on prend du recul et on ne sait pas qui est en face. Alors on voit tout, on voit des très bons cyberattaquants, on voit des très mauvais aussi, mais il y a quand même un acte de malveillance derrière. Et cet acte de malveillance, il faut le prendre en compte, parce que le système, il est plus de confiance, il est plus sain. Donc nous, on est là pour investiguer, ce qu'on appelle le forensique, un peu les experts, on va venir investiguer, comprendre ce qui s'est passé, la ligne du temps, pour de nouveau revenir en arrière et partir à un état où le système d'information est de confiance. Des fois, ça passe par la reconstruction globale, ça arrive. Et des fois, c'est juste une remédiation, un changement.
Je parlais du degré de panique, du coup, lors de la gestion. Il y a une manière de manager la crise en interne au sein des structures, une manière de communiquer aussi bien à ses collaborateurs qu'à ses propres clients, finalement. Est-ce que vous avez des conseils ou des anecdotes à nous raconter par rapport à ça? Le management de la crise, effectivement, nous, de notre côté, on va conseiller dans la gestion de crise, accompagner, mais on ne va pas être responsable de la gestion de crise. Le responsable de la gestion de crise, c'est le dirigeant et ses associés, forcément. Bien sûr. La grosse difficulté, c'est qu'aujourd'hui, même s'il y a une évolution depuis l'arrivée de la directive NIS 2 qui recommande de se préparer à la crise, la grosse problématique, c'est que très peu de structures sont préparées à piloter une crise. Ok. Ce qui fait qu'au moment du déclenchement, d'un point de vue management, les parties prenantes importantes, clés dans la gestion de crise, ne sont pas identifiées. C'est-à-dire qu'il y a une identification de ces parties prenantes sur le tas. Tout le monde se sent légitime pour devenir responsable d'une partie de la gestion de crise, ce qui crée une désorganisation partielle, voire totale, parce qu'au final, on se rend compte qu'il y a trop de chefs. Ok. Il y a trop de chefs, il n'y a pas de hiérarchie qui est en place, chacun devient nombriliste pour prioriser sa propre activité au sein de la structure, qui n'est pas forcément un secteur d'activité vital pour faire vivre la structure. Et nous, à notre niveau, on est là pour aider les dirigeants à prioriser, identifier les process métiers qui sont vitaux pour faire vivre la structure. Faire vivre la structure, c'est clairement rentrer du cash et payer les salariés. Bien Voilà. sûr. Et à partir de ce moment-là, Tout dépend du type de structure. Si on est sur du public, on est sur encore effectivement, d'autres enjeux et d'autres objectifs. effectivement. Mais nous, notre accompagnement dans le management va être là. C'est aider à prioriser, se poser avec les dirigeants pour prioriser les actions aussi à réaliser, bien faire prendre conscience des phases incompressibles qu'il doit y avoir et qu'il va y avoir dans la gestion de crise. Et effectivement, la communication, c'est la clé de voûte de tout, parce qu'il faut communiquer en interne, il faut communiquer en externe s'il y a un besoin de transparence auprès de clients des structures qu'on accompagne, auprès d'administrés de structures publiques. La communication doit être faite et est très importante. Dans la communication, on va retrouver différents canaux. Ça peut être des canaux par la messagerie électronique, par email, ça peut être des canaux par des réseaux sociaux. Tout est relatif en fonction de la typologie de structure. D'accord. Et de l'attaque. Ok. L'attaque qui est à prendre en compte. Tout dépend le type d'attaque aussi. Et après, comme le dit Tristan, mais il y a deux types de communication principales. Communication interne, communication externe. Comment je communique avec mes salariés, avec mes collaborateurs, et comment je communique avec... alors tout dépend si on est sur du B2B, sur du B2C. Tout dépend le marché et le type d'activité qu'on a, public, privé. Mais sur l'extérieur, on peut très bien avoir des communications différentes avec nos clients, avec nos partenaires, avec nos top clients. On a déjà vécu sur certaines cellules de crise où le dirigeant décide en termes de communication, d'uniquement communiquer avec transparence auprès de son top 5 clients. D'accord. Il a son top 5 clients et dire j'appelle de DG à DG. On ne passe pas par informaticien, par DSI, par qui on veut. C'est le DG qui appelle le DG de l'autre structure et lui dit on vit une cyberattaque, on ne sait pas quand on va remonter. On a mobilisé du monde sur le sujet, on est accompagné. Derrière, voilà, on a tout ce qu'il faut pour repartir au plus vite, mais on ne peut pas vous donner d'éléments autres. Et après, au reste des clients, on a un incident informatique. Donc moins jouer la carte de la transparence, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus conseillé, on va dire aujourd'hui, mais en tout cas moi personnellement je prône pour une certaine transparence. Après encore une fois, tout dépend des enjeux derrière. Bien sûr. Tristan l'a dit, on n'est pas les chefs d'orchestre ou le responsable plutôt, parce qu'on est un peu chef d'orchestre quand même, mais on n'est pas le responsable de la crise. Donc c'est pas nous qui allons valider les décisions, on va accompagner, on va conseiller dans les décisions et l'orientation de la gestion de crise. Et donc derrière, cette communication externe, elle est importante. La communication interne aussi. On parlait d'anecdotes, une cellule de crise assez impactante et assez importante chez un de nos clients. On a dû présenter les résultats, en tout cas de la première investigation, au bout de 2 jours, premier état des lieux, ce que disait Tristan avant, définir le périmètre d'impact. On a dû le présenter devant le CSE, on était dans une salle, il y avait 25 personnes qui étaient les différents membres du CSE, la direction.
on leur a annoncé que techniquement, ça allait être compliqué sur les mois qui viennent, très compliqué, D'accord. et que ils allaient passer en chômage partiel et qu'ils allaient perdre, je ne sais plus le montant exact, mais une trentaine de pourcents de leur salaire tous les mois. Et on a des gens qui ont fendu en larmes, je ne sais plus si on dit fendu ou fondu, mais en tout cas qui étaient en larmes. Qui étaient en larmes, malheureusement. On en rigole, mais c'était à l'époque, j'en rigolais pas forcément, ça m'avait beaucoup touché. Ah bah oui, c'est sûr. Et en fait, les gens étaient vraiment, comment je vais payer les études de mon fils, comment je vais rembourser mes crédits, j'ai acheté une nouvelle maison, je suis ric-rac. Et aujourd'hui, c'est des choses que nous, on a conscience de tout ça. On a conscience de tout ça. Et donc, des fois, ça nous embête parce qu'il aurait fallu un peu plus de maturité, une prise de conscience de la direction, une sensibilisation de la direction sur ces sujets, pour venir un peu s'intéresser, à minima s'intéresser. Ah tiens, qu'est-ce que mes équipes font, qu'est-ce que mon prestataire fait sur ces sujets-là, challenger un petit peu. Et derrière, ça aurait permis d'augmenter le niveau de sécurité. Et souvent, on va en reparler sur les différentes questions, je pense, mais souvent, c'est pas grand-chose qui aurait fait que ça aurait pu être évité. Clairement. C'est pas grand-chose. Okay. Alors, les gens pensent que c'est beaucoup et finalement, en fait, c'était pas beaucoup. Il suffisait juste un peu de sensibilisation, un peu de multifacteur d'authentification sur le VPN. On parlera après de tes petits conseils et de vos tips pour anticiper tout ça. Avant de poursuivre, je prends une minute pour vous parler d'un sujet important. Si cet épisode vous est utile ou vous inspire, je vous invite à liker, le partager ou encore nous laisser un commentaire. Vos retours sont précieux, ils nous permettent de faire évoluer notre podcast en phase avec vos enjeux, vos questionnements et vos priorités du moment. C'est grâce à votre écoute et votre engagement que ce podcast peut continuer de grandir et de rester pertinent. Donc pour ça, merci à vous et moi je vous laisse avec la suite de l'épisode. Une fois la crise terminée, qu'est-ce que vous mettez en place pour éviter que ça se reproduise et comment ressortent les entreprises de finalement cette crise ? Alors, quand on va accompagner une structure dans une crise, on a toute la phase d'investigation, de remédiation. La remédiation, c'est vraiment ce qu'on va faire à chaud, c'est-à-dire faire un premier niveau de renforcement sur le système d'information. En revanche, on ne s'arrête jamais là. C'est qu'on va accompagner la structure avec, à la fin, un rapport d'investigation qui, par rapport à ce qu'on a pu retrouver, par rapport à l'attaque qui a eu lieu, voici les renforcements à mettre en œuvre. À ça, on va rajouter ce qu'on va appeler des bonnes pratiques, des choses qui vont permettre à la structure que n'importe quel type d'incident soit bien géré ou soit évité. Donc, comme le disait Kevin, effectivement, dans la phase de rétex, on va présenter ce qui s'est passé et proposer une forme de plan de sécurisation dans la durée. Au final, cette forme de plan de sécurisation, c'est rattraper, bien souvent, malheureusement, des mauvaises pratiques qui n'ont pas été respectées pendant trop longtemps. Pour différentes raisons qui peuvent se comprendre, s'entendre. Mais au final, les structures qu'on accompagne vont devoir rattraper un retard de entre 1 et 10 ans sur les bonnes pratiques à respecter en moins d'un an. Ce qui a un fort impact métier et organisationnel d'une structure et pas seulement des ressources informatiques. Financier aussi. Financier, effectivement. Parce que c'est de gros budgets à mettre en œuvre rapidement. Pour éviter, comme le disait Jonathan, qu'une structure se refasse compromettre, ce qui perturbe parallèlement le fonctionnement d'un système d'information, mais aussi le fonctionnement métier. Parce que des modifications de pratiques de ce genre, pour l'utilisateur final qui va devoir, à son sens, subir ces changements sans un accompagnement progressif, c'est très impactant pour une structure et ça perturbe pendant plusieurs mois. Ok, merci beaucoup. Maintenant, on va passer un peu aux anecdotes. Alors, je vais vous poser la question fatale, mais quelle est la pire gestion de crise que vous avez vécue ? Est-ce qu'il y en a une ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Celle qui vous a le plus marqué ? Alors, le terme pire, il est fort. Il est compliqué. On a vécu tout type de gestion de crise. Et je pense que les trois, on aura une vision différente. Alors, peut-être qu'on va se rejoindre sur une, mais... Je pense qu'on va se rejoindre. Ouais, mais non, on en a fait aujourd'hui, ensemble, on en a fait des dizaines, même plus que des dizaines. Je pense qu'on est proche de la centaine de belles gestions de crise. Mais oui, non, il y en a qui, techniquement, où c'était une accumulation, quand Tristan évoquait 10 ans de retard, certains étaient à 15 ans de retard, 20 ans de retard même. On est déjà en 2025, je pense qu'ils avaient des bonnes pratiques de 2000 et encore.
n'y a pas encore de bonnes pratiques peut-être à ce moment-là, mais c'est compliqué. C'est compliqué quand vous avez une accumulation en fait, de choses qui font que bah, l'attaquant, quand il est arrivé sur le système d'information, qu'il soit bon ou mauvais, c'était facile pour lui, quoi. C'était une machine à sous, il avait juste à appuyer sur le bouton et il était sûr. Alors, on n'est pas sûr de gagner sur une machine à sous, mais on va dire que là, c'était une machine à sous, il était sûr de gagner. Ok. Il avait juste à appuyer, puis ça avançait, il passait au niveau suivant, au niveau suivant, au niveau suivant. C'est un peu comme si il jouait à un jeu vidéo avec les codes, les cheat codes. D'accord. Et vie limitée et puissance illimitée, c'était ça. Mais Ça a eu un fort impact, un énorme impact sur l'entreprise. ah oui, clairement. Ben, l'entreprise bon, il y en a certaines, hein. Il y en a qui vont fermer, hein, clairement. D'accord. Les entreprises qui suite à ça, on en connaît plusieurs. Alors il y a des chiffres, hein, les gens retrouvent des chiffres sur Internet qui veulent tout et rien dire. Je crois que j'ai déjà vu un truc, 50% des PME qui sont attaquées ne survivent pas, qui subissent une cyberattaque ne lèvent pas la tête de l'eau. Non, à un moment donné, c'est un peu abusé. Mais des gens appuient sur ces chiffres pour faire un peu de buzz, je pense. Mais non, c'est clairement pas le cas. C'est clairement pas le cas. Elles sont en difficulté par après. Ça peut être compliqué, ça peut coûter très cher aussi, hein. Une cyberattaque aujourd'hui, ça coûte très 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 cher parce que justement, il y a du temps d'investigation, il y a de l'investissement derrière. Alors, on s'en ressort toujours plus fort. Ça, c'est ce qu'il faut, le positif qu'il faut prendre en compte. Mais non, après, sur des anecdotes un peu ou la pire des cyberattaques, une structure qui ferme, je pense que c'est la pire des cyberattaques, clairement. Surtout que ça aurait pu être évité, encore une fois, par des petites actions sur des points précis, en respectant uniquement les bonnes pratiques. Il y a un guide d'hygiène qui s'appelle le guide d'hygiène de l'ANSSI, c'est 42 mesures. Essayez au moins de vous approcher de la conformité des 42. Alors, vous n'arriverez peut-être pas aux 42, ça peut prendre du temps, mais de s'y rapprocher et de prioriser certaines. Et derrière, ça n'arrivera pas. Ok. Après, pour rester focus sur la question, la pire gestion de crise, donc dans l'exécution, dans la réalité des choses, c'est se retrouver face à des dirigeants qui ne comprennent pas, qui veulent absolument reprendre. Parallèlement, des salariés, c'est une économie locale, hein, qui est en train de s'éteindre. Des salariés avec des familles derrière, des enfants, qui sont dans le noir absolu, qui ne savent pas quelle va être la survie de leur emploi au final. Et pour nous, de grosses difficultés à avancer dans le traitement de l'incident au final. Parce que systématiquement, des barrières, des embûches qui nous bloquent pour avancer efficacement, par manque de connaissance du système d'information, par manque de volonté aussi, hein, ça arrive beaucoup. Après voilà, ça reste un facteur humain important. Quand quelqu'un n'arrive pas à prendre conscience, le corps humain fait qu'il n'arrive pas à prendre conscience. Nous derrière, on est obligé de pousser émotionnellement les personnes pour essayer de les relever. Donc pour nous aussi, c'est une phase pas simple, l'accompagnement humain et émotionnel, pour essayer de relever la structure qui est en train de s'éteindre, quoi. Je vais rajouter des petites anecdotes plutôt sur l'aspect opérationnel. C'est vrai qu'on est souvent envoyé en tant que pompier, on peut dire. C'est qu'on va arriver à la suite d'un incident, à la suite d'un feu. Alors on en a certaines où les structures pensent qu'ils vont vite repartir. Donc Tristan parlait d'un accompagnement émotionnel, mais à l'inverse, parfois c'est aussi leur dire stop. Ici, on va jouer la survie de votre entreprise. Donc on va se calmer, on va ne pas aller trop vite pour éviter un suraccident. Après, à l'inverse, on a parfois des personnes qui sont totalement déconnectées de ce qui se passe. On arrive en tant que pompier, et puis on en a vécu une ensemble, tous ensemble, où on est arrivé, et la première chose à faire, c'est déjà de constater. Donc on constate effectivement qu'on est sur le pire cas, c'est-à-dire un arrêt total de la structure, plus aucune donnée. Bon, dans ce cas-là, on va se retourner vers les sauvegardes. On se retourne vers les sauvegardes, malheureusement, pas de sauvegarde. Donc là, déjà, il y a des réplications qui sont faites dans différentes salles, donc reste à trouver les réplications qui sont faites. Et là, malheureusement, les équipes techniques ne savaient même pas où était localisée toute la partie infrastructure de l'entreprise. Okay. Donc on a aussi un manque de connaissances souvent chez les clients. La cartographie, c'est important. Cartographier ces systèmes d'information. Donc il y a de l'émotionnel, il y a de l'humain, gérer de l'infra, ça englobe vraiment plein de compétences pour la gestion de crise. Est-ce qu'on peut parler, est-ce que c'est un peu, alors dites-moi si je n'utilise pas les bons termes, est-ce qu'on peut parler de meilleure gestion de crise ? Alors, meilleure gestion de crise. Alors, dans le positif, je parle. Celle qui se passe bien, ouais. Parce qu'il y en a qui se passent bien finalement, parce que l'impact n'est pas si fort que ça, et qu'au final on identifie des choses où on intervient à un moment donné, en tout cas à un moment précis,
qui fait qu'il n'y a pas encore eu d'impact fort sur le système d'information. Et qu'en fait, ce qu'on a identifié et le début d'intrusion ou le début d'attaque, bah, ça nous a permis de refermer une grosse faille qui aurait pu faire vraiment mal à la structure. Ok. Ça, c'est des choses sur lesquelles, moi, j'appelle ça une bonne gestion de crise, entre guillemets, parce que l'impact n'était pas fort. On a identifié l'intrusion, on a réussi à fermer quelque chose qui aurait pu être un peu plus impactant. Après, non, après, on a des gestions de crise avec, je le disais avant, des mauvais attaquants. Ça arrive très souvent. Gestion de crise où l'attaquant, sans rentrer trop dans la technique, mais l'attaquant a utilisé un système pour déployer ses charges virales et lancer le chiffrement de la donnée et des serveurs. Et le premier serveur qui chiffre, c'est le serveur qui va être un peu le chef d'orchestre de son attaque. Donc en fait, c'est couper les pattes. Et donc quand nous, on nous appelle pour nous dire il y a un problème, on arrive et en fait, on constate qu'il y a un problème uniquement sur un serveur et pas le reste. Et en Vous êtes investiguant, content là plutôt. bah oui, surtout, ouais, ça me fait une anecdote parce qu'en investiguant, on se rend compte que bah non, tout était déposé sur les autres serveurs, les autres postes de travail, mais rien n'a été lancé parce qu'il s'est coupé les pattes tout seul. D'accord. Et donc, en se coupant les pattes, il s'est même éjecté du système d'information. Ok, ah ouais. Et donc, derrière, il n'a rien pu faire. Donc, ça c'est une bonne gestion de crise, on va dire. Bah, tant mieux C'est- pour la structure. Ouais, clairement, et ça permet encore une fois d'identifier la vulnérabilité ou la faille humaine qu'il y avait en amont et qui a permis à l'attaquant ou en tout cas qui a été exploité par l'attaquant. Après, bonne gestion de crise, c'est, bah oui, il y a des gestions de crise un peu plus simples. C'est celle où ben, tout le monde est coopératif, tout le monde est conscient, a le même objectif. Euh, c'est marrant, mais plus on a de monde autour de la table, plus c'est compliqué. Et j'ai le souvenir d'une où il y avait énormément de monde autour de la table. Mais en fait, face à la crise, tout le monde était soudé. Ok. Et donc, en fait, peu importe le rôle, peu importe l'activité, c'est que les gens, il n'y avait pas d'ego en fait, autour de la table. Alors que il y avait le directeur général, il y avait le président du groupe, il y avait les actionnaires majoritaires, il y avait un peu tout le monde autour de la table, il y avait le directeur ressources humaines, financier, tout ce qu'on veut, directeur du système d'information, mais il n'y avait pas de cette histoire d'ego où c'était très constructif. Et les gens étaient à l'écoute, c'est vous les experts, on vous écoute et on prend les décisions ensemble. Et, Ok. et ça, vraiment, honnêtement, la crise, elle s'est super bien passée. C'était compliqué, c'était long, ça a pris du temps, mais la structure, elle s'en est sortie encore beaucoup plus forte. Et ça a vraiment permis nous, en tout cas, ça nous a permis de voir une gestion de crise importante, mais avec des gens soudés, alors qu'il y avait Et impliqués. énormément de monde et impliqués, ouais, impliqués, énormément de monde autour de la table. Aujourd'hui, vous allez dans cette structure, ils sont sensibles à ce sujet-là. Ok. Ils sont sensibles à ce sujet-là. De la personne en production à la logistique, en passant par les achats, en passant par la direction générale, ils savent ce que c'est un rançongiciel, ils Parce savent qu'il y ce a que eu de c'est une l'éducation cyberattaque. finalement clairement, en clairement. interne. Et le message a été compris. Mm. Le message a été compris. Il y a des structures où vous revenez 6 mois après, c'est de nouveau le bordel. Donc, Ça n'a pas changé. Non, Ouais. clairement. Est-ce que vous avez un moment préféré en gestion de crise? Ah, pour moi, c'est le début. Hein. Ah ouais, carrément. C'est le début parce que c'est là, On aurait pu penser que ça aurait pu être la fin. j'aime bien l'adrénaline, mais c'est le moment où il faut être, voilà, c'est le plus challengeant. Mm. C'est accompagner la coordination, prendre en compte un contexte à froid, un contexte d'entreprise, un contexte de système d'information, et avoir la capacité à conseiller dans les pires moments sur qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire. C'est très challengeant, mais c'est stimulant, et pour moi, c'est le meilleur moment. Et après, on lance la coordination avec les équipes techniques, que ce soit notre CISERT, que ce soit la structure qu'on accompagne, que ce soit des parties prenantes externes. Donc une grosse phase de coordination où il faut faire preuve de sang-froid, là où l'aspect humain reste très important, parce que, comme on le dit, en face de nous, on va avoir des personnes humaines, de l'humain, qui est impacté différemment. Des personnes qui vont perdre leurs moyens, d'autres qui vont être hyper stimulées aussi. Donc c'est un moment vraiment challengeant et intéressant dans le cadre de la gestion de crise, à mon sens, du moins. Ouais, le début, c'est pas mal. Le début, c'est pas mal. L'adrénaline est pas mal. Après, bon, Kevin, je pense qu'il va dire à midi, mais sinon, ouais, non, ouais, vas-y, je te laisse. Non, c'est vrai que le début, c'est pas mal. Moi, ce que j'apprécie fortement dans la gestion d'une crise, c'est le fait de retracer aussi tout le fil conducteur d'une attaque. C'est vraiment sur la partie technique. Quand on arrive, c'est retracer de l'impact jusqu'au point de rentrée de l'attaquant. C'est l'investigation. C'est ça. Et moi, ce que je préfère, c'est le rétex, c'est la fin. C'est Ok. une fois qu'on a vu tout le film, de faire la critique du film, de comprendre ce qui s'est passé et derrière surtout de voir l'évolution des gens. Parce qu'aujourd'hui,
Je pense que ce soit moi, que ce soit Tristan, que ce soit Kevin, en termes de progression humaine, individuelle, technique, ce qu'on veut, je pense sans cellule de crise, on n'aurait pas été les mêmes personnes aujourd'hui, clairement. Ça nous a vraiment impacté dans notre vie, que ce soit personnelle, professionnelle, mais ça a été des moments qui ont été importants, qui ont été charnières, et on a eu une vraie évolution. On a vu des gens partir de tout en bas et devenir très 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 bons suite à des gestions de crise, parce que ça nous fait voir plein de choses, ça nous fait prendre beaucoup en maturité, et ça développe énormément le savoir-être et le savoir-faire. On voit des choses, on identifie, juste le fait par exemple, je sais que sur les premières gestions de crise il y a quelques années, quand on avait les contacts avec les attaquants ou ce genre de choses, c'est des trucs, personnellement je me disais c'est que dans les films qu'on va parler à des terroristes, des mafias ou ce genre de choses, et au final techniquement j'étais sur un web chat sur le dark web avec un groupe d'attaquants en train d'essayer de négocier un coût de rançon et négocier certains points, même si je répète, il ne faut pas payer les rançons. Là, c'était plus de l'intimidation et de la récupération d'informations, cette négociation-là. Mais oui, c'est des choses qui nous ont fait grandir, qui nous ont fait évoluer, et derrière, qui nous ont permis en tout cas, qui nous permettent de toucher des choses qu'on n'aurait peut-être jamais vues dans d'autres domaines, dans d'autres métiers ou dans d'autres structures. Ok, et du coup, parmi toutes vos expériences, avant on parlait du coup de bonnes pratiques, de conseils, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour anticiper en fait ces cyberattaques? Alors, pour anticiper les cyberattaques, il y a tout un tas de mesures techniques et organisationnelles qui vont venir permettre de protéger sur de la proactivité, qui vont permettre de détecter. Donc c'est rentré, on le voit, on intervient. Mais parallèlement à tout ça, c'est à partir du moment où il y a eu un impact, une compromission, ce qui va être la clé de voûte, c'est les moyens techniques, mais l'organisation de la gestion de crise, la préparation de la gestion de crise. D'accord. Pourquoi? On a beau avoir tous les moyens techniques en place, si humainement rien n'est préparé, personne n'est identifié, on ne sait pas quoi communiquer, quand communiquer, comment le communiquer. Il faut anticiper. Il faut anticiper ces sujets-là parce que, encore une fois, vous avez les bons moyens techniques, mais s'il n'y a pas l'humain derrière qui est capable, qui sait conditionner mentalement pour gérer une crise, que ce soit une crise cyber ou même une crise pour autre chose, c'est la même chose. Sans préparation, on augmente les délais en fait, de traitement parce que les processus, les phases de prise de décision stratégiques pour une structure, elles ne sont pas identifiées, notamment la bascule en mode dégradé. Par exemple, c'est un moment clé quand on gère une crise. C'est déjà, est-ce que... C'est quoi la bascule en mode dégradé? Alors, la bascule en mode dégradé, c'est... J'ai un processus métier qui tourne sur de l'informatique, ce qui est le cas à plus de 95% des cas aujourd'hui. C'est est-ce que je sais fonctionner sans moyens informatiques? Est-ce que mon activité métier peut tourner sans informatique? Ce qui est généralement pas le cas, mais il y a toujours des moyens dégradés. Mais ça s'identifie en phase de préparation à la gestion de crise. Par exemple, est-ce que j'ai la capacité de rédiger des bons de livraison à la main pour que mes expéditions partent quand même, pour éviter possiblement, dans le monde logistique industriel, d'avoir des pénalités pour retard de livraison. Voilà. Ça, c'est des choses qui s'identifient en amont. Il y a toujours des choses à faire, quand bien même on n'a pas d'informatique, pour réussir à faire tourner au moins une partie de l'activité. Ok. Voilà. Je vais rejoindre Tristan là-dessus, sur le mot vraiment se connaître. Aujourd'hui, il y a effectivement la clé de voûte qui va être se structurer. Le deuxième axe sur lequel on peut travailler, c'est le fait de se connaître. Connaître son système d'information, connaître les processus métiers, connaître à la fois les interconnexions qu'il peut y avoir, s'il y a différents sites, s'il y a des connexions avec des partenaires, connaître également les comptes qui vont permettre de faire tourner certaines choses, connaître le fonctionnement global de son entreprise lié au SI. Ok, est-ce que tu voulais compléter? Non, c'est très bien. Cartographier, identifier ses axes d'amélioration, disposer d'un plan de sécurisation, analyser ses risques. La sécurité, c'est risque, conformité, c'est important. Quels sont les risques qui m'incombent? Comment je fais pour les supprimer? Comment je fais pour les éviter? Et derrière, c'est conformité, qu'est-ce qui m'est demandé par la loi? Je crois que tu évoquais NIS 2. Aujourd'hui, il faut que je sois conforme NIS 2. Qu'est-ce que je dois faire pour être conforme? Pareil
pour Dora, si on prend d'autres secteurs d'activité, on ne va pas rentrer dans les détails sur ce podcast-là, parce qu'on a des super webinaires sur ces sujets-là, et des interventions partout en France avec ma binôme Amélie Diacono. Mais sur cette partie, ouais, clairement, il faut cartographier, identifier ses axes d'amélioration, avoir un plan de sécurisation, risque, et derrière de la gouvernance. La sécurité, c'est de l'amélioration continue. Et de la sensibilisation, on peut parler de ça clairement. Aussi, est-ce que du coup, la sensibilisation, c'est aussi en interne, mais aussi en externe, ou on garde plutôt en interne dans la structure? En fait, la sécurité, c'est l'affaire de tous, et on part du principe que ça se partage. Si vous voulez sensibiliser des gens à l'externe, je sensibilise des gens à l'externe. Mais le plus important, c'est quand même l'interne, les collaborateurs, les sensibiliser. Non, parce que les parties prenantes, il faut quand même avoir... En fait, aujourd'hui, on va sensibiliser, que ce soit avec des campagnes d'hameçonnage, avec de l'e-learning, avec des formations, ses collaborateurs. Okay. Par contre, on va suivre aussi le niveau de maturité de ces parties prenantes. Okay. Identifier, comprendre, est-ce que mon prestataire informatique, il suit les bonnes pratiques, est-ce qu'il se connecte avec un poste de travail propre, est-ce qu'il se connecte avec des identifiants propres, avec du MFA, est-ce que si, est-ce que ça. Tout ça, c'est des points, qu'est-ce qu'ils font de mes données, comment ils les sauvegardent, comment ils les traitent, où est-ce qu'ils les hébergent. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser, mais il y a plein de choses. Et derrière, il faut, effectivement, mais pas sensible. Il faut les sensibiliser, mais plus dans le sens où il faut suivre, il faut identifier potentiellement. Parce qu'aujourd'hui, on en parlait pas mal, mais différents types de vecteurs d'attaque. L'humain, ça reste le numéro un. Et je pense que ce n'est pas prêt de changer aujourd'hui, que ce soit au niveau du phishing, comme on le disait avant, que ce soit au niveau des erreurs humaines aussi. Ça peut être des erreurs humaines. Un technicien informatique qui règle ou qui configure un pare-feu, il oublie de désactiver une règle ou il configure mal une règle. Techniquement, c'est une erreur humaine, mais l'humain, important. Ensuite, il va y avoir les vulnérabilités, deuxième vecteur. Et aujourd'hui, le troisième, celui qui monte en flèche, c'est la chaîne d'approvisionnement, donc ce qu'on appelle la supply chain, donc tout ce qui va être partie prenante, mes clients, mes tiers, mes partenaires, les liens que je vais avoir avec d'autres, que ce soit des liens VPN, des liens interréseaux, que ce soit des liens au niveau de la donnée. Ça, c'est des choses qu'il faut aujourd'hui maîtriser. Et ça, c'est important. Ça fait partie des risques importants. Ok, merci déjà pour toutes vos expériences. On va passer un peu à la partie un peu prévention. Avant, on en discutait juste avant, qu'il y a des structures pour qui c'est difficile de prendre conscience des risques de ce qui se passe. Comment vous pensez quelles sont vos pratiques pour faire prendre conscience à des personnes qui sont un peu, si je puis dire, dans le déni, dans certaines situations? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme protocole de gestion de crise? Comment leur faire prendre conscience de ce qui se passe en fait? Avant que Tristan commence, mais le meilleur moyen pour faire prendre conscience à une entreprise ou à quelqu'un, c'est une cyberattaque. Alors, malheureusement, on pratique pas. On pratique la cyberattaque, mais en tant que pompier, mais on le vit. On le vit, c'est ça, il faut le vivre. À partir du moment où vous l'avez vécu, effectivement, ça marque et on a on devient assez sensible. Et si on ne le devient pas, c'est vraiment qu'il y a un problème qui est ailleurs, mais ça c'est autre chose. Alors, pour ma part, mon avis, comme je le disais en début de séance, ça fait environ 20-25 ans qu'on a une augmentation, une évolution de la digitalisation des processus métiers, d'accord, dans toutes les entreprises. Un des problèmes majeurs, c'est que beaucoup identifient l'informatique comme étant une dépense et pas un investissement. Okay. D'accord ? Pour autant, l'informatique supporte un processus métier qui permet de faire vivre une structure. D'accord ? Donc faire prendre conscience à une structure qu'il faut se préparer à gérer une crise au cas où il y a un incident, c'est d'autant plus compliqué. Le meilleur moyen de faire prendre conscience qu'il faut se préparer et qu'il faut donc investir dans le domaine et non pas voir ça comme une dépense, c'est réussir à identifier l'impact financier d'un incident qui soit cyberattaque ou une panne simple pour mettre des chiffres en face de l'impact, tout simplement. Pour faire prendre conscience. Voilà. Que ça peut coûter très cher. Ça peut coûter très cher si on n'est pas prêt, si on n'a pas un système résilient, si on n'a pas mis les bonnes personnes aux bons endroits pour gérer une crise, pour accélérer la reprise d'activité. Okay. La clé de voûte, c'est ça. Hein. Plus on est à l'arrêt, plus l'activité fait perdre de l'argent aux structures, forcément. Aujourd'hui, c'est 10 fois le coût d'une cyberattaque, c'est 10 fois le coût que ça aurait été d'investir dans de la sécurisation. À minima, c'est des chiffres de l'ANSSI. C'est à minima 10 fois. Donc, si l'attaque vous a coûté 1 million d'euros, ça aurait été 100 000 euros d'investissement. C'est toujours mieux qu'1 million d'euros. Exactement. On va terminer avec une dernière question.
alors qui risque peut-être d'être un peu difficile, mais si vous avez un seul conseil à donner à une entreprise pour anticiper ou gérer une cyberattaque, ça serait lequel? Ou un mot? Alors du coup, moi, le mot qui me vient comme ça, c'est se connaître. On l'a évoqué tout à l'heure. Cartographier son système, cartographier les acteurs, important. L'humain est toujours important dans la démarche. Les acteurs internes, externes. Cartographier, mais pas d'un point de vue seulement technique, c'est aussi cartographier ses risques, très important. Pourquoi? Parce que d'une structure à l'autre, on va pas être confronté aux mêmes risques. Ça, c'est la clé de voûte pour derrière se préparer techniquement. Pour ma part, on va parler de traçabilité, qui est un des points de la cybersécurité. Tracer les flux réseau, tracer tout ce qui va être authentification, tracer les acteurs qui viennent se connecter à votre système d'information. Vraiment l'aspect traçabilité, et après en étant de ça jusqu'à la surveillance, s'entourer d'un partenaire qui peut surveiller votre système d'information pour avoir les prémices d'une attaque, les premières actions à faible bruit qui pourraient indiquer du début d'une cyberattaque. Et moi, je dirais immuabilité, parce qu'on peut investiguer comme on veut, on peut reconstruire votre système, en tout cas le système d'information des différentes structures. Par contre, on n'arrivera pas à reconstruire la donnée. Alors, il y a des moyens, et on l'a vécu dans certaines cyberattaques, où il n'y avait pas forcément de sauvegarde immuable, le système d'information était totalement à plat, il n'y avait plus de données, tout était chiffré. On a réussi à récupérer de la donnée avec un partenaire à nous, qui est un laboratoire français qui va récupérer la donnée sur des disques. Alors, il ne va pas faire du déchiffrement, parce que c'est pas possible. Mais par contre, il arrive à identifier quels sont les blocs qui ont été touchés, il coupe ces blocs-là, il arrive à redonner l'accès à de la donnée à la structure. Et donc l'immuabilité, c'est important. Parce qu'encore une fois, on peut tout reconstruire, on peut tout faire, mais on ne peut pas vous redonner vos données, qui sont finalement l'essentiel. Que ce soit vos données de fabrication, que ce soit vos données métiers, comptables et autres. Il faut que ça soit immuable, et pour ça, il faut mettre en place des systèmes de backup qui respectent les bonnes pratiques, dont l'immuabilité. Ok, super. On a terminé. Merci beaucoup à tous les trois pour toutes ces informations claires et très très complètes. Et nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de l'humain à cœur du digital. Salut! Vous avez apprécié ce moment? Alors laissez-nous un commentaire, un avis ou partagez cet épisode autour de vous. Et nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de l'humain à cœur du digital.